Merci pour l'invitation. Et on se laissera, je pense, un petit temps d'échange, évidemment, à l'issue de ma présentation. Et pour passer, voilà. Donc effectivement, je vais vous parler de l'actuel plan et de faire un focus à la fois sur Orchid et sur évidemment l'actualité importante qui est la labellisation. Ça, c'est une diapositive pour vous présenter le réseau actuel. Alors, on va pas parler de poupées russes, que je crois que c'est plus trop d'actualité, mais de poupées gigognes. Voilà, avec, vous le savez, les 24 ERN, et Denis Morin, il faisait référence, il y a aussi une relabellisation de ces ERN en cours, les 23 filières de santé à l'échelon national, les 473 centres de référence à l'heure actuelle, les 473 labellisés depuis 2017, et vous voyez, plus de 1700 centres de compétences donc, sur le territoire national et outre-mer. 3 plans nationaux, on espère, et je pense que tout le monde l'appelle de CV, un 4e plan. Vous savez qu'il arrive à échéance et j'en parlerai tout à l'heure. Dans le maillage territorial, il y a aussi la constitution des plateformes d'expertise maladies rares qui ont été constituées, on le verra tout à l'heure. Et acteur majeur et important et vital, évidemment, les associations de personnes malades. L'Alliance en recensait plus de 240 en 2022. Donc effectivement, le 3e plan, il avait des objectifs très clairs de poursuite, d'orientation des malades via les CRMR, de coordination avec le renforcement du rôle des filières et qui ont eu aussi toute leur part, et vous le verrez dans la labellisation notamment, et puis l'enjeu majeur du partage de la donnée, du partage de la data, et la constitution et le renforcement de la BNDMR et de Bamara. Avec un certain nombre d'appels à projets qu'il y a eu pendant le 3e plan maladie rare, on y reviendra, et notamment sur les focus PNDS et ETP qu'on a fait pour votre filière, où vous avez répondu fortement présent. Donc c'est ce qui constitue maintenant le socle du PNMR3, mais on verra qu'on peut encore aller plus loin, et c'est un peu l'objectif qu'on aura pour défendre un 4e plan. Ça, c'est pour vous rappeler que le plan, il est sur 55 actions et sur 11 axes. Voilà comment il est constitué à l'heure actuelle. On verra après pour la suite. Mais c'est aussi pour rappeler qu'il est interministériel. Il n'est pas porté que par le ministère de la Santé, il est aussi porté par le ministère de la Recherche. Donc ça, c'est un enjeu aussi important pour la suite. Et vous pouvez retrouver, donc pour chacune des filières, il y a un rapport qui est public chaque année, donc vous pouvez le retrouver, il y aura le lien, les diapos seront à votre disposition, mais vous pourrez retrouver chaque année le rapport d'activité, et évidemment il y a le rapport d'activité dedans pour Orchid, mais pour chacune des 23 filières. Voilà, on parlait des plateformes. Voilà ce qui à l'heure actuelle est constitué. 19 plateformes en métropole qui ont été constituées en 2 vagues. En fait, 10 dans la première appel à projet, plus 9 pour justement un peu combler les trous sur le territoire national. Donc maintenant, il y en a une, on va dire, par région, voire 2 pour les grandes régions. Donc qui sont représentés là. Et il y en a 4 aussi des plateformes de coordination en Outre-mer, donc en Guyane, à la Réunion Mayotte, en Guadeloupe et à la Martinique. Donc voilà, on a quand même des plateformes qui ont un rôle, on va dire un triple rôle, quand on a fait des premiers échanges, et on va réévaluer ces plateformes en 2023, de créer du lien évidemment avec les acteurs du territoire, d'avoir un appui, on va dire, plus administratif au centre labellisé, et elles ont joué un rôle, ces plateformes, aussi pendant la labellisation, pour l'aide au remplissage et la constitution des dossiers, et puis un soutien plus, on va dire, logistique ou à la coordination de projets. Donc c'est un peu le rôle, mais voilà, le rôle territorial, régional de ces plateformes est évidemment très important. C'est pour vous rappeler, mais vous le savez tous, que évidemment le plan, il s'articule avec un autre plan qui est le plan France Médecine Génomique, dans le parcours notamment pour réduire l'errance et l'impasse diagnostique, avec les 2 plateformes que sont Sequoia et Oragen sur les 2 moitiés du territoire. La constitution d'un observatoire du diagnostic pour les 23 filières, avec des recrutements d'ARC et de tech pour constituer cet observatoire du diagnostic. Des outils de RCP qui ont été financés. La constitution aussi d'une base de données pour les personnes en impasse de diagnostic avec la BNDMR qui évidemment poursuit son cours. On pourrait parler aussi évidemment des assistances prescription dans le cadre de la génomique, qui ont été financées d'abord par le plan maladie rare, et maintenant ça a été repris, et il y en a une 50aine qui vont être financées par le plan France Médecine Génomique. Donc évidemment dans les RCP et d'aval et d'amont, c'est important, et puis on va y revenir tout à l'heure. Dans la lisibilité des parcours, vous voyez qu'on est quasiment à 280, plus de 280 PNDS sur l'ensemble des maladies rares en France. Donc ça a été évidemment là un enjeu majeur de rendre plus lisibles ces parcours.
Un petit point financier rapide, mais on va dire que c'est quand même important. Le plan, il était financé à la base à hauteur de 147 millions. Il a été revalorisé grâce au Ségur de la santé, notamment pour les financements des centres et des filières, en fait, là où il y a des recrutements, puisque c'est le Ségur intervient sur notamment des revalorisations, on va dire, salariales. Oui, ça porte quasiment le plan à 160 millions d'euros. Donc il est de 160 millions d'euros à l'heure actuelle. La majeure partie, évidemment, est déléguée au centre, vous voyez, quasiment 90%, 130 millions. Et pour Orchid, pour l'ensemble des CRMR financés, ça représentait 4,3 millions d'euros. Donc en mars, on délègue tout en début d'année pour les centres de référence. Idem pour les filières, vous voyez, quasiment 14 millions. La filière représente 586 000 euros précisément. Donc ça, ces deux packages, on va dire, on les finance en tout début d'année pour que l'argent arrive très vite aux établissements et aux centres et aux filières concernées. Il y a une dernière partie qui est plus, on va dire, les plateformes et les appels à projets et la BNDMR qu'on délègue plutôt en deuxième partie d'année, soit octobre, soit en décembre, notamment en décembre pour pouvoir faire des reports s'il y a des actions qui sont un peu à cheval sur des années. Pour les PNDS, alors je crois qu'on a oublié l'appel à projet 2019 auquel vous aviez répondu présent, donc il doit en manquer. Pour Orchid, on est désolé. En tout cas, en 2020, vous avez répondu, si on ne fait pas d'erreur, vous avez en tout cas publié 6 PNDS. Qui sont affichés là, donc normalement on n'en a pas oublié, mais dans les échanges vous nous direz si on en a oublié. On a dû oublier ceux de 2019, donc il y en a certainement un petit peu plus. En tout cas pour 2020, c'était pour l'appel à projet de 2020 150 000 euros, vous voyez. On finance toujours en deux temps, c'est-à-dire à l'amorçage et à la publication in fine, et puis vous avez une cellule qui centralise les PNDS qui a montré en fait son efficacité. Sur l'ETP, là, pour le coup, on a bien 2019 et 2020. Donc 2019, vous voyez les 3 projets portés par Bordeaux, Montpellier et Lyon, à hauteur d'un financement complet de 80 000 euros. Vous avez le détail là. Et en 2020, 3 aussi programmes d'éducation thérapeutique du patient, un porté par Reims, un porté par Nantes et un porté par Nice. Donc ça fait porte à 6 programmes d'ETP pour la filière, si on a bien fait nos comptes. Ce qui montre la dynamique, hein, vous voyez, sur Orchid, évidemment, avec des programmes qui ont été publiés. Alors, pour parler de la labellisation, parce que c'est le sujet un peu, on va dire, d'actualité le plus brûlant, déjà pour rappeler les objectifs qui sont les mêmes, on va dire, hein, les enjeux en tout cas qu'en 2017, c'est que la labellisation serve à rendre les parcours encore plus lisibles. Le deuxième objectif, c'est un peu le maillage territorial. Donc, Denis Morin y faisait référence et on va le voir par des cartes que ce maillage territorial est en tout cas défendu dans les candidatures. Et un troisième objectif, évidemment, que la personne malade et ses proches soient acteurs de son parcours de soins, de vie et même de recherche. Alors, où on en est en termes de calendrier? Donc, vous avez rendu vos dossiers pour le 13 octobre. À partir de cette date, ils ont été remis à un trio d'experts constitué toujours de la même façon, entre guillemets, en termes de personnalité qualifiée. C'est-à-dire qu'il y a forcément un clinicien, un médecin qui a été proposé par les filières. Alors, évidemment, il ne juge pas sa propre filière. Un chercheur qui a été proposé par le ministère de la Recherche, un expert dans les parcours de soins, on va dire un référent plutôt administratif, un directeur d'hôpital ou un référent par exemple en ARS, il y a d'autres types de profils, mais on va dire, qui a été proposé par nos soins. Et donc ça compose un trio, vous voyez, un peu avec des expertises complémentaires qui évidemment scrutent les différents dossiers que vous avez remplis de manière très fine, avec une grille d'évaluation très précise, avec des critères à la fois évidemment minimum d'atteinte des seuils, mais des critères aussi qualitatifs, notamment sur les 5 missions qui sont à remplir pour être centre de référence ou centre de compétences. Il va y avoir, on avait dit pendant un temps qu'on les rendrait optionnels et en fait on va les rendre obligatoires. Donc il y a un temps qui est prévu, je crois en janvier pour Orchid, pour un échange avec ce trio d'experts, l'animateur médical de la filière et la mission maladie rare. Donc il y a ce temps d'échange un peu dans ce colloque singulier pour évidemment avoir un échange direct. Les trios d'experts ont un certain nombre forcément de questions à poser à mi-chemin et l'animateur est là pour évidemment
expliquer, défendre les candidatures auprès de ce trio d'experts. Ça permet d'avoir un éclairage qu'on n'a pas, en tout cas, toujours aussi dans les courriers. Évidemment, ça permet d'avoir un éclairage, on va dire, très direct. Et puis, ces trios d'experts doivent rendre leur grille d'évaluation pour le 12 janvier. Alors, donc, vous voyez, c'est dans un mois, puisque après, il y a la réunion du jury. Le jury se réunit la dernière semaine de janvier, donc c'est-à-dire entre le 23 et le 27 janvier, qui est composé de 10 membres. On ne peut pas encore les afficher officiellement, mais il y a un président ou une présidente et un vice-président, respectivement, soit le président est clinicien, soit il est chercheur, et inversement, le vice-président est soit clinicien, soit chercheur, en fonction de la personnalité du président ou de la présidente. Il y a un représentant des directeurs généraux de CHU, donc un directeur d'hôpital, un représentant des directeurs généraux d'ARS. Il y a un doyen de faculté de médecine, il y a un membre du Haut Conseil de la santé publique et un membre du Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche et de l'enseignement supérieur. On reviendra sur ces deux hauts comités, puisqu'on va parler tout à l'heure d'évaluation du plan. C'est ces deux hauts comités, comme il y a 5 ans, qui sont en charge de l'évaluation du plan. Il y a un représentant ou une représentante d'association de malades, et il y a 2 animateurs de filière qui sont donc dans les 10 membres du jury, qui se réunissent mi-janvier. Fin janvier plutôt. Et donc, à partir de cette date, le jury va avoir forcément et potentiellement un certain nombre de questions à poser aux candidats. En tout cas, là où il y aura besoin de compléments, d'explications complémentaires, il y aura un délai d'1 mois laissé, évidemment, entre donc février et début mars, pour que les compléments d'information, s'il y en a besoin, puisse être apporté à la candidature. Donc vous voyez que là, on se situe mi-mars. La décision de labellisation, en tout cas, le jury rendra sa décision finale en mars. On n'a pas de date précise, mais ce sera en mars. Et la labellisation sera valable 5 ans. Après, il nous faut préparer évidemment les arrêtés de labellisation qui doivent être signés par les 2 ministères. Donc ça prend un certain temps. Mais ce qu'on s'est dit, notamment en comité opérationnel et en comité de suivi de la labellisation, c'était de donner le signal assez vite, évidemment, de la décision du jury, même si les arrêtés ne sont pas complètement ficelés. Il faut que les centres qui sont évidemment sélectionnés le savent assez vite. Ce qui veut dire aussi en termes de calendrier, c'est encore soumis à arbitrage, mais on partirait sur, donc en 2023, on finance les centres, je vous ai dit, début mars. Donc en 2023, on financerait au périmètre de l'actuelle labellisation, donc à ce qui existe déjà comme centre de référence. Et la labellisation des nouveaux centres et le financement de l'ensemble des nouveaux centres se ferait plutôt en début d'année 2024. Pourquoi ? Puisque, et on va le voir en particulier sur Orchid, mais comme sur toutes les filières, il y a un certain nombre de candidatures évidemment qui ont émergé, donc potentiellement des labellisations en plus. Et donc on aimerait défendre avec Anne-Sophie, et on défend déjà une revalorisation de l'enveloppe dédiée au centre de référence. Donc ça permettrait de financer avec une enveloppe plus importante. Donc le gâteau, entre guillemets, augmenterait, je mets encore du conditionnel, puisque si on labellisait, notre enveloppe elle est fermée pour 2023. Donc si on labellisait plus de 100 en 2023, on prendrait le risque évidemment de diminuer des financements sur la plupart des centres existants. D'où ce calendrier. En termes juste de dossiers déposés, alors ne tenez pas compte de 250 démarrés dans la plateforme. Ce chiffre ne veut pas dire grand-chose, parce que ça veut dire que c'est des personnes qui sont allées voir en fait la plateforme, qui ont téléchargé les pièces. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu 122 CRMR, centres coordonnateurs, qui ont été déposés pour l'appel à projet général. Et il y a actuellement, alors d'ailleurs ça devrait être 104 CRMR, puisque là ici on fait 104 plus 5, puisque vous savez qu'il y a 3 filières spécifiques, mémo, mucoviscidose et SLA. Et donc il y a 127 dossiers au global, mais 122 pour l'appel à projet des 20 filières. Donc il y a un certain nombre de centres coordonnateurs en plus. Vous voyez, si on fait le delta, si je ne dis pas de bêtises, ça va faire 18, parce que c'est 129, 127. Pour Orchid, pour regarder un peu les candidatures, comme la plupart des filières, la dynamique, elle est surtout de candidature, elle est sur les centres constitutifs. Vous voyez, 33% de demandes supplémentaires. Vous auriez 4 constitutifs en plus, en tout cas, qui candidatent. Si on a bien fait les comptes, une baisse quand même de nombre de centres de compétences, de l'ordre de 42 en moins. Et on va voir après dans le détail sur les cartes, on a fait un détail après par candidature.
Et encore une fois, si on a fait des erreurs, c'est dans le résumé. Vous n'hésitez pas après à me corriger. Donc il y a une première candidature sur. Donc tous les centres coordonnateurs existent déjà pour Orchid. Donc sur Marea, coordonné à Necker, avec une demande de constitutif en plus à Brest. Donc vous voyez là le maillage territorial qui est donc constitué avec sinon les autres constitutifs qui existent donc en Île-de-France. Sur la deuxième candidature sur Sorar, pas de changement a priori en termes de ENI de coordination qui est toujours à Toulouse, et 4 constitutifs et un nouveau centre de compétences qui apparaîtrait, je crois, à Nîmes. Voilà. Sur la troisième candidature, Marège, pas de changement non plus de coordination qui est toujours à Lyon, avec 2 centres constitutifs nouveaux pour le coup, un à Marseille et un, on en parlait, à La Réunion, donc aussi avec la spécificité et l'importance de la coordination en Outre-mer, et 7 centres de compétences, dont un nouveau qui serait au CHU de Dijon. Sur la quatrième et dernière candidature, sur syndrome néphrotique idiopathique de l'enfant et de l'adulte, donc coordonné toujours à Mont-d'Or. Là aussi, une demande de constitutif en plus, et là qui serait au CHU de Bordeaux, avec les 4 autres constitutifs qui existent déjà, et 20 centres de compétences, donc 4 nouveaux, et notamment, vous voyez qu'il y en a un. De 1, 2, 2, ça revient. Excusez-moi pour ceux qui regardent en streaming. Et voilà, donc on parlait de la Martinique, donc vous avez les candidatures là résumées sur des diapositives. D'ailleurs, c'est les diapositives sur lesquelles on partira sur l'échange avec le trio d'experts. Ça permet de lancer la discussion. Voilà. Et donc là, c'était le calendrier de la labellisation. Évidemment, si vous avez des questions, on les prendra à la fin. L'idée, c'est d'avoir un temps d'échange. Et pour finir, sur l'évaluation du plan, là où on en est à l'heure actuelle, on a saisi, je vous disais, les 2 hauts comités en octobre pour l'évaluation du plan. Ils vont constituer donc en 2023 un comité mixte. On a insisté, parce que je crois que ce n'était pas vraiment le cas il y a 5 ans, pour qu'il y ait un rapport conjoint. C'était 2 rapports, je crois, il y a 5 ans. Donc on veut que ce soit un rapport conjoint, évidemment, soit en recherche. Ils ont leur mode de fonctionnement, les 2 hauts comités, mais l'idée, c'est quand même qu'il y ait une synthèse qui soit faite. Donc pendant toute l'année 2023, ils vont mettre des groupes de travail en place pour l'évaluation du PNMR3 et évidemment les perspectives d'un 4e plan qui sont soumis à un arbitrage ministériel. Mais vous imaginez bien qu'on va défendre un 4e plan maladie rare. Et on a déjà identifié des pistes d'action qui ne sont pas exhaustives là. Et donc pour finir, avec 3 enjeux majeurs identifiés qui sont l'articulation encore plus avec le territoire, à la fois au niveau national, c'est-à-dire au plus proche du malade, donc aussi avec la ville. Donc il y a certainement des actions à faire encore plus avec la ville qu'on ne le fait actuellement. Au niveau national, évidemment, dans les RCP, et au niveau européen, on parlait des ERN, mais pas que, évidemment, avoir un diagnostic pour certaines maladies rares ou ultra rares qui permettent d'avoir un partage de la donnée à l'échelle européenne. Ça se fait déjà, mais je pense que c'est évidemment un axe à renforcer. Le deuxième enjeu, c'est le renforcement de l'axe diagnostic. On parlait du PFMG, mais évidemment, il faut prolonger les actions, voire de nouvelles préindications, voire d'avoir des articulations encore plus fortes avec des plateformes qui sont à l'heure actuelle 2. On peut imaginer un maillage encore différent, mais ça, c'est des arbitrages aussi qui nous appartiennent pas. Et un troisième axe, accès à de nouveaux traitements et à l'innovation. Et là, on parlait de le partage de la donnée, mais aussi de la collecte de données en vie réelle. L'idée, je ne l'ai pas dit, mais pour l'évaluation du plan, ce n'est pas qu'une évaluation quantitative, on voit aussi des indicateurs qualitatifs, c'est-à-dire comment le PNMR3 a amélioré entre guillemets, la vie des patients et la vie des personnes malades. Et voilà, ça va être des indicateurs qu'on espère, c'est pas uniquement le nombre de projets qui ont été portés, ou voilà, on espère avoir des indicateurs vraiment quali sur l'évaluation du plan pour préparer évidemment la suite, voir là les axes d'amélioration qui sont à venir. Merci et je vous laisse évidemment pour des questions.
Merci infiniment pour ces informations, puisque certaines d'entre elles sont nouvelles, en particulier sur le calendrier, sur les aspects financiers. Alors peut-être que les centres nouvellement labellisés vont se dire on va devoir attendre 2024, ce qui peut être éventuellement une déception pour eux, j'espère pas trop importante, en sachant que c'est bien pour 5 ans. Oui. Donc ça ferait 2024-2028, si je ne dis pas de bêtises. 5, 6, 7, 8, oui. Enfin, jusqu'au début 2029. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai aussi que pour les centres déjà labellisés, par rapport aux discussions qu'on commençait à avoir avec les directions, de se dire, voilà, les personnes qui sont recrutées, mais quid de 2023 on ne sait pas, la décision en mars, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, il y a cette sécurité est vraiment importante, je pense, parce qu'il y a quelques semaines, c'était pas aussi, Non. aussi précis que ça. Donc là, c'est vraiment, enfin, il me semble que c'est important, même si pour les nouveaux centres, ça peut être un peu une déception. Mais je pense que cette sécurité amenée au centre déjà labellisé est importante. Ce que je n'ai pas dit, mais ce qu'on a partagé en temps des filières, c'est qu'on va défendre un peu de manière exceptionnelle dans le cadre du PNMR3 de la prolongation d'1 an, parce que théoriquement, le plan il arrivait à échéance là, en décembre 2022. Donc on a demandé que le PNMR3 soit prolongé d'1 an. Donc ça veut dire aussi les crédits financier du PNMR3 sera prolongé, et donc notamment sur ce qu'on appelle des crédits non reconductibles, notamment pour des appels à projets. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait défendre, on n'a pas encore l'arbitrage, mais on espère l'avoir favorable, c'est un certain nombre de crédits pour soutenir des projets, et notamment à destination des nouveaux centres, notamment si les nouveaux centres qui se mettent en place en 23 puissent être soutenus en cours d'année, soit par des appels à projets que la filière pourrait lancer. Donc ça pourrait être un moyen de soutenir ces centres, évidemment, qui seraient nouvellement labellisés. En tout cas, l'idée, encore une fois, c'est vraiment d'avoir la décision en 2023, de défendre en fonction du pourcentage de centres qui vont apparaître et qui ont été effectivement labellisés, une enveloppe qui sera revalorisée. Puisque les financer en 23 avec une enveloppe qui aurait été moindre, ça aurait insécurisé, entre guillemets, des centres qui sont actuellement labellisés, et derrière lesquels il y a évidemment des recrutements, des personnes qui sont derrière. Donc on a préféré le faire en 2 temps. C'était aussi le cas il y a 5 ans. La seule différence, c'est que je crois qu'ils avaient financé en toute dernière fin d'année les centres labellisés, mais certains établissements n'avaient pas vu la monnaie arriver dans les centres. Donc on préfère le financer plutôt en début d'année. C'est plus simple pour les établissements et pour les centres d'avoir leur financement qui arrive effectivement à destination. Alors, juste un point d'explication par rapport à la baisse du nombre de centres de compétences. Ils n'ont pas disparu, c'est qu'une répartition a été faite différemment. Dans la labellisation 2017, les centres de compétences étaient reliés à plusieurs centres de référence. Et là, dans le cas du maillage territorial et en particulier de l'implémentation de la base de données Mamara, c'était plus possible. Donc on a eu de ce fait une diminution. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Pardon. Bonjour, Lucille Figuère, je suis néphrologue adulte au CHU de Nantes, donc porteuse du centre de référence pour Orchid. Et en fait, on a fait une demande de centre de référence pour une autre filière, la filière Oscar, et on a beaucoup de difficultés à avoir des rétributions des financements. Je pense qu'on n'est pas forcément les seuls dans cette situation. Quels sont les recours pour que justement les centres puissent récupérer les financements et pas avoir actuels? Et donc les prochains à venir, je pense que ça va être aussi très compliqué si notre nouveau centre de référence de la filière Oscar est validé et labellisé. On aura beaucoup de mal à récupérer les financements. Donc est-ce qu'il y a des recours auprès de la DGOS ou... Voilà. Je pense qu'on est loin d'être les seuls dans ces situations-là. Et pour que je comprenne bien la question, c'est sur des financements de centres directement ou c'est pour des financements d'appel à projets Non, c'est les financements. En fait, tout. D'accord. les financements de centres de référence et également les financements ETP, également, ça a été très compliqué. Alors, si c'est le cas, évidemment, écrivez-nous à Anne-Sophie et à moi. Alors, moi, j'ai déjà fait plusieurs mails à Madame Lapointe. J'ai essayé de la joindre aussi. Enfin, c'est assez compliqué. Je pense que je suis loin d'être la seule. D'accord. Moi, n'hésitez pas aussi à me mettre dans la boucle. En tout cas, quand il y a des difficultés comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on contacte aussi les établissements concernés. Donc, en l'occurrence, on pourra avoir un échange avec Nantes s'il y a une difficulté particulière pour ça. Et on fait des courriers de notification. Ce n'était pas le cas, je crois, il y a 3 ans, on va dire. On fait des courriers de notification où on détaille centre par centre, appel à projet, où l'argent doit aller et à qui. Donc ça, les établissements ont cette donnée-là. En tout cas, les directions financières de chaque établissement l'ont. D'ailleurs, les directeurs des finances de CHU ont fait une petite enquête. On va dire que
75% d'entre eux les partagent, donc peut-être que vous êtes dans les 25% où les directions ne les partagent pas. J'ai réinsisté pour le dire qu'on faisait ça. Enfin, nous, ça nous demande un travail évidemment de faire cette affectation, de faire des courriers de notification très, très clairs. C'est évidemment pour que l'argent il vous arrive in fine. Donc, et en tout cas, sachez qu'il y a ce document qui existe et qui est, on va dire, un peu opposable, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, il existe et il est très détaillé, donc il permet de dire exactement quel montant doit être affecté, parce qu'évidemment l'établissement il reçoit lui une MIC générale, et c'est pour ça qu'on fait ces courriers, pour qu'évidemment ça arrive derrière aux établissements, aux centres qui sont concernés. Merci beaucoup Laurent Cédé pour le centre Marea à Necker. Ça sera très important en effet de soutenir les projets des nouveaux centres si nous sommes labellisés selon nos souhaits et nos applications. Mais je voulais quand même confirmer ce que disait Lucille, c'est-à-dire que, par exemple, pour nous, au sein de la PHP, on touche moins de 50% de la MIG. Alors la somme, on la connaît très très bien, hein. Mais en revanche, et malgré beaucoup de démarches, de relance, etc., donc si vous avez un peu de marge de manœuvre là-dessus pour nous soutenir, ça serait formidable. Alors, je vais faire une réponse spécifique avec la PHP parce qu'effectivement, il y avait des difficultés particulières à l'AP. On a eu une discussion très franche avec la direction des finances de l'AP. Et donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une décision publique. Mais la première décision qu'a pris le nouveau directeur général de la PHP, donc Nicolas Revel, en directoire, l'une de ses premières décisions, c'est sur les maladies rares. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Et qui, notamment sur les frais de gestion, il a dit qu'il fallait baisser les frais de gestion à l'AP. Donc, c'est dans un compte-rendu directoire. Et donc, effectivement, je pense que les regards par GHU et par établissement va être scruté, en tout cas par la nouvelle direction du siège. Parce que là aussi, on fait un courrier de notification pour l'AP, mais évidemment en détaillant par établissement et site hospitalier concernés. Donc, ils ont aussi toute l'information. Et là, vous avez évidemment la plateforme qui peut vous aider. Elle vous aide déjà, je pense, sur Paris Centre. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses... En tout cas, nous, on a essayé d'influer pour que... et visiblement, c'est quand même une décision directoire. Donc, c'est quand même l'une des instances les plus importantes au niveau de l'AP. Donc... après, on va voir dans le concret. Mais en tout cas, la décision politique, elle a été prise de suivi sur ça. Donc, c'était quand même une décision forte du nouveau DG de la paix. On va dire que c'est un bon signal à suivre. Bonjour, Valérie Lang, je suis l'association du syndrome de Love. Je me permets juste de parler au nom des familles. Je voulais savoir, quand nous sommes interpellés pour des demandes de labellisation de centres de référence sur le territoire, comment nous, on peut les aider pour faire des courriers ou leur faire une lettre de recommandation, par qui ils doivent passer en fait. Est-ce qu'on leur donne les coordonnées de nos centres de référence qu'on a déjà sur le territoire ou pas? Oui, alors sur la labellisation des centres, on a demandé que les constitutifs et les coordonnateurs de façon obligatoire aient un courrier d'association. Donc vous avez dû être sollicité dans ce cadre et effectivement, voilà, il y avait effectivement un certain nombre de courriers. On sait que ça représente du travail pour les associations. On demandait vraiment que les associations s'impliquent aussi dans la labellisation. On a d'ailleurs suggéré au trio d'experts, s'il y avait besoin, qu'ils puissent échanger aussi avec les associations, parce qu'il y a l'échange avec l'animateur que nous, on organise. Mais si le trio d'experts a besoin d'échanger avec les associations de personnes malades, parce qu'un courrier, entre guillemets, serait à expliciter, on va dire ça comme ça, ils peuvent le faire. Donc les trios d'experts, on les contacte des associations et peuvent revenir vers vous. Et il y a eu des courriers déposés. C'était une pièce obligatoire pour les coordinateurs et les constitutifs. On l'avait rendu facultatif pour les compétences parce que voilà, on ne voulait pas non plus que ce soit trop lourd à porter. Mais merci pour les courriers qui ont été faits parce qu'ils sont effectivement éclairants aussi pour le trio d'experts. Pardon. Juste pour dire l'importance de ces courriers, ça c'est certain. Et juste aussi, avant de laisser la parole, merci pour ces renseignements et ces informations sur l'implication de la cellule maladie rare au niveau de la DGOS sur le plan financier, puisqu'on sort un peu du... Avant, on nous disait, bon, ayez un dialogue de gestion avec vos directions. Mais pour dialoguer, il faut être deux. Et ça ne se passait pas toujours. Il faut dialoguer. Merci. Aurélia Berthollet de Marège. Juste une petite remarque, et je pense qu'on vous l'a déjà faite. Les dossiers ont été extrêmement lourds à constituer. Ça nous a pris à peu près 6 mois au niveau des équipes. Vraiment, ça a été un travail colossal. J'entends que vous aussi, c'est un travail colossal et que ça va vous prendre à peu près 5 mois, 5 à 6 mois. Donc, en fait, on est sur 1 an entre la constitution et le rendu, ce qui est énorme, en fait, sur 5 ans. Est-ce qu'on peut imaginer progresser, en fait, sur ce point-là
pour non pas rendre le travail peut-être plus facile, hein, mais en tout cas plus efficient. Merci pour cette question, parce qu'on a eu déjà des échanges et vous nous l'avez fait remonter. Alors déjà, sur la constitution du dossier, on avait envisagé que ce ne soit pas un Excel, et on sait que c'est lourd et que ça a été particulièrement lourd, mais c'est vrai qu'on voulait un seul dossier de candidature. L'idéal aurait été une plateforme 100% en ligne et un partage 100% en ligne. On n'a pas pu le faire pour diverses raisons de sécurité informatique. Enfin bref. Donc oui, on espère qu'en tout cas dans 5 ans, on sera sur du 100% en ligne et qu'on n'ait pas un, voilà. Et notamment d'utiliser une plateforme. Enfin voilà un peu ce qui se passe pour Pyramide. Alors évidemment, Pyramide est aussi critiquable entre guillemets. Ce qu'on a rendu plus simple, on va un petit peu dire qu'il y a eu un truc plus simple, c'est le dépôt des dossiers, parce qu'il y a 5 ans, c'était des clés USB où les dossiers n'arrivaient même pas par boîte mail. Donc, en tout cas, le dépôt des dossiers, il était sur une plateforme 100% en ligne. Alors même si c'était lourd aussi à remplir, mais en tout cas ça permet pour le trio d'experts, ça quand même eux aussi, ça leur facilite entre guillemets le travail d'évaluation, parce que c'est beaucoup plus clair. Donc on sait que c'était beaucoup de temps passé. C'est difficile de réduire quand même aussi la période d'évaluation. Parce que c'est quand même des dossiers qui sont, vous avez beaucoup d'informations dedans, donc le trio d'experts il regarde quand même très précisément. Donc de réduire, vous voyez, octobre, janvier, c'est pas une période non plus trop longue pour une période d'évaluation de dossiers qui sont quand même avec beaucoup d'informations à étudier. Et derrière, il y a la décision qui arrivera en mars. Mais voilà, on essaierait de faire plus court, mais il ne faut pas non plus qu'on réduise trop. Parce qu'après, ça veut dire qu'on réduit aussi la nécessité quand même d'aller creuser un certain nombre de dossiers. Mais en tout cas, sur la simplification du remplissage, je pense que là, on a des marges de progrès. Voilà. Bertrand Kremelman-Necker, merci Monsieur Vauchel. Juste une petite remarque sur le point financier. Vous n'êtes pas sans savoir, en tant qu'ancien directeur adjoint d'un hôpital où il y avait beaucoup de centres de référence à Necker, que les consignes pour la distribution de la MIG ne sont pas toujours vraiment respectées, puisque le directeur de la PHP Centre avait fixé à 50% la barre de rétribution, avec beaucoup de fierté. Donc on est quand même très très loin d'une attribution totale. J'espère que les 18% annoncés par Monsieur Revel pour la PHP seront effectifs. Mais je crois qu'il faut vraiment que vous mettiez la pression sur tous les centres. Et pourquoi ne pas avoir un pourcentage d'overhead absolument identique dans tous les CHU de France, puisque c'est un programme national. Alors là aussi, on est dans un dialogue. C'est pour ça que je disais qu'on avait quand même discuté très concrètement avec l'AP, donc qui a un peu quand même infléchi sa position. Là où notre influence s'arrête, c'est qu'il y a une liberté de gestion. Ça, pour le coup, effectivement, chaque établissement, d'ailleurs on parle de l'AP, mais dans tous les CHU ou dans tous les centres hospitaliers, c'est le cas, il y a une liberté de gestion. Encore une fois, c'est pour ça qu'on fait des courriers. On peut pas, techniquement, nous, dire il faudrait que ce soit un tel taux à appliquer. On le fait de manière informelle. On ne peut pas l'écrire, on ne peut pas le dire, parce que voilà, la sacro-sainte liberté de gestion dans les établissements de santé, qui est aussi parfois appréciable, aussi côté d'avoir une souplesse dans les établissements. Mais évidemment, voilà. Donc à suivre encore une fois la spécificité de l'AP, mais on verra comment ça se matérialise dans les faits. Et si on fait un focus sur Paris Centre, le directeur général de Paris Centre a aussi changé. Donc voilà. Donc à suivre aussi. Ça ne peut être que mieux. Oui, une question sur... Ensuite, vous avez abordé dans les perspectives du nouveau plan l'intérêt des collectes de données en vie réelle pour voir l'amélioration du soin apporté aux patients. On est un petit peu inquiet sur justement la difficulté de concrétiser des bases de données sur nos maladies rares. On sait que Bamara puis BNMDR vont apporter des informations, mais qui sont finalement assez minimes dans le détail de la prise en charge des patients, avec une granularité qui n'est pas suffisante. Et on a beaucoup de difficultés pour les cohortes. Et d'un autre côté, on a le plan France Cohorte qui arrive, qui va être plutôt géré par l'INSERM. On a des expériences assez malheureuses avec Radico. On a 2 filières dans Orchid qui ont été labellisées Radico. On a des très très grosses difficultés de fonctionnement, avec une réunion récemment à laquelle assistait Anne-Sophie Lapointe et le responsable de l'ITMO Santé publique. Quelle est votre vue sur l'avenir des bases de données France Cohorte versus BNMDR et l'interaction entre les deux?
je crois que vous le faites pas, mais je crois qu'il ne faut pas opposer entre guillemets les deux parce qu'elles remplissent entre guillemets des objectifs un peu différents. C'est vrai que la BNDMR va être plutôt sur la constitution d'un set de données minimum, avec des choses qui vont arriver sur le set de données minimum aussi, traitement. Quand même, il y a un gros travail aussi sur la partie traitement. Je parlais de la génomique, mais aussi, il va y avoir aussi un set de données minimum génomique, le cartouche génomique. Donc il y a des choses qui, en tout cas, aussi avancent côté BNDMR. Mais effectivement, vous avez raison de rappeler qu'il y a les corps derrière et qu'il faut pouvoir les suivre, pouvoir les soutenir, pouvoir les alimenter, évidemment. Et c'est un gros travail aussi de votre côté. D'ailleurs, dans le dossier de labellisation, on demandait la constitution des bases de données qui sont complémentaires. Donc ça nous permet aussi, nous, d'avoir une vision très claire par centre des cohortes qui existent. Et voilà, et d'imaginer des soutiens, alors qui sont, des fois, vous dites l'INSERM, effectivement, il y a des soutiens qui peuvent arriver. Mais en tout cas, je pense qu'il y a forcément une complémentarité. C'est un gros travail de votre part à tous de remplir ces cohortes et ces bases de données, mais la BNDMR aussi est absolument essentielle pour avoir ce partage de la donnée. Donc, encore une fois, on va dire complémentarité des deux. C'est un sujet sur lequel on pourrait échanger pendant beaucoup de temps, mais c'est un sujet important. Je ne sais pas s'il y a une intervention de la BNDMR, je ne crois pas sur cette journée. Non, pas cette fois-ci. Voilà. Cette fois-ci, sinon il aurait fallu 2 jours. Donc c'est vrai que c'est un point important, en particulier en matière de recherche, si on veut avoir des éléments solides. Et on va être obligé de s'arrêter là, désolé, parce que sinon on ne peut pas prendre. Merci infiniment, en tout cas, de votre présentation et de ces informations.